Alors, j'ai l'impression que nous sommes en 1921, au lendemain de la guerre mondiale, et M. Lénine, qui a lancé la construction du socialisme et du collectivisme, se rend compte que ça ne marche pas du tout et que son projet va tout droit à l'abîme. Alors à ce moment-là, il va lancer un truc qui s'appelle la NEP, la nouvelle économie politique. Monsieur Hollande, de toute évidence, est en train d'opérer, mais ça les médias ne nous le diront pas, un virage sur l'aile à 180 degrés, et en allégeant les charges des entreprises, il se rend compte qu'on ne peut plus tellement aller plus loin, que la pression fiscale a atteint un tel degré, un tel point, que la machine est au bord de gripper, c'est-à-dire de se bloquer, de s'arrêter, avec des conséquences sociales et sociétales tout à fait dommageables, préjudiciables à l'ensemble d'ailleurs de la nation, et pas simplement au gouvernement qui lui est discrédité. Je vais vous dire, depuis que je suis né sous la 4e République, je n'ai jamais vu un gouvernement et une présidence qui soit autant vilipendée, aussi méprisée, mais méprisée à l'absolu. Enfin, c'est quelque chose de totalement inouï. Il est vrai que les jeunes gens, n'apprenant plus l'histoire dans nos lycées et écoles, n'ont pas d'éléments de référence. Donc ils ne peuvent pas se rendre compte à quel point la dégradation de la situation est absolument inouïe. Et d'ailleurs aussi, nous vivons maintenant au jour le jour, l'esprit lessivé quotidiennement par les journaux télévisés ou par par le flot torrentiel de la vie et des événements qui nous entraînent, qu'on ne se rend plus compte de ces choses si quelqu'un, comme votre serviteur, ne vient à le dire et à le rappeler. Donc l'avenir pour 2014, si on arrive à récupérer le pays au bord de l'abîme, c'est un redressement et un virage de politique, encore une fois, à 100%, à 180%. Mais n'est-il pas trop tard? On peut penser d'ailleurs, si on faisait un parallèle un peu audacieux, que l'intervention française en Centrafrique, qui est une intervention utile, nécessaire, n'arrive pas trop tard. Il eût fallu l'entreprendre il y a 6 mois, lorsque les milices n'étaient pas aussi incrustées dans le paysage social, n'avaient pas acquis autant d'enracinement et de pouvoir qu'elles n'en ont actuellement. Et de la même façon, pour la France, on peut penser qu'il eût fallu intervenir plus tôt. Encore eût-il fallu que M. Hollande et les idéologues, les idéocrates qui l'entourent, se fussent rendus compte de l'impasse dans laquelle il se précipitait. Maintenant, nous sommes au bord du mur. Va-t-on pouvoir freiner des 4 fers et prendre un virage sur l'aile? Ça reste à démontrer. Alors, que fait-on en Centrafrique? Il est bien clair qu'il y a des motivations et des mobiles triviaux. Les mobiles triviaux, c'est l'uranium, Areva, le pétrole, des gisements qui ne sont pas encore exploités, mais qui sont vraisemblablement relativement importants, les diamants, le bois, j'en passe, et des meilleurs. Maintenant, ce sont les motifs triviaux. Il ne faudrait pas réduire nos politiques et notre géopolitique à ce simple niveau. Il y a aussi une nécessité peut-être encore plus essentielle, plus importante, qui est celle de maintenir une stabilité régionale. Si la Centrafrique est un foyer de déséquilibre, là aussi la situation deviendra ingérable. Et il nous reste encore, qu'on le dise ou non, des accords de partenariat logistique, qui sont en fait des accords de partenariat de sécurité et de défense avec un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis nous ne pouvons pas tolérer, pour la défense de nos intérêts présents, mais de nos intérêts à terme, qu'il y ait encore une fois une sorte de Rwanda. Nous avons déjà payé cher du point de vue de la crédibilité internationale cette affaire du génocide de 1994 entre Tutsi et Hutu. Enfin, plutôt Hutu sur les Tutsis et contre les Tutsis. Donc on ne peut pas laisser se réitérer, la communauté internationale ne l'accepterait pas. Toujours est-il que cette même communauté internationale nous laisse seuls. Une fois de plus. Alors, dès le départ, j'avais annoncé
que les Américains seraient là un petit peu en arrière-plan pour assurer un soutien logistique. Ils le sont. Ils vont nous fournir des drones, ils nous fournissent l'assistance de leurs gros porteurs, ce pourquoi d'ailleurs on peut penser que M. Fabius a changé son fusil d'épaule à Genève lorsqu'il s'est agi de conclure un accord intérimaire sur le dossier nucléaire iranien. D'une semaine à l'autre, enfin ce n'est pas une semaine, mais d'une conférence à l'autre, Monsieur Fabius est passé d'une intransigeance catégorique, absolue, à un état d'esprit, à un sens du compromis qui ne lui ressemble pas. Alors, en ce qui concerne la Centrafrique, et pour ne pas conclure sur ce sujet, le grand risque, c'est que la France n'a pas les moyens de sa politique. D'abord, elle intervient tard. Trop tard. Il lui fallait intervenir plus tôt pour désamorcer les milices qui sont les responsables, qui ont été les responsables du coup d'État et du changement de gouvernement, du changement de pouvoir. Deuxièmement, nous avons une situation qui oppose musulmans et chrétiens. Les chrétiens étant la population civile, les milices étant à dominante musulmane. Il est à craindre que, après l'affaire du Mali, nous voyons se rassembler, converger un certain nombre de salafistes, de djihadistes, de takfiristes, arrivant aussi bien du Tchad, du Niger, du Mali, que de Soudan. Et du Soudan, il y en a déjà qui arrivent et qui ne se comportent comme se sont comportées les forces wahhabites al-qaïdistes en 2004 en Irak. C'est-à-dire qu'ils ne viennent livrer une guerre à la puissance néocoloniale, néo-impérialiste, que serait, ce qui n'est pas du tout le cas, mais ce que serait en l'occurrence la France dans ce cas de figure au Mali. Et en Centrafrique. Au Mali, il est plus facile de contrôler de vastes territoires avec des avions, des drones et des hélicoptères. En Centrafrique, c'est une toute autre paire de manches. Donc on pourrait voir se créer une situation un peu à l'irakienne où le djihadisme international vienne se confronter à la puissance française. Et il est bien clair que les Français, avec leurs 1600 hommes qui parviennent à peine à contrôler, ou même pas du tout à contrôler, la capitale Bangui, une capitale forte de plus d'1 million, voire 1,5 million de personnes, viennent se confronter à cette puissance qui se retrouve seule, avec bien sûr un soutien, mais plus moral que matériel de la part de la CEDEAO, des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais plus encore de l'Europe, qui laisse la France se débrouiller seule, chacun retournant à ses égoïsmes nationaux dont ils ont fait, personne n'est jamais sorti. Alors, la situation en Syrie est impressionnante actuellement. On voit s'affronter et s'entre-dévorer la résistance qu'on appelle classiquement la résistance syrienne, l'armée syrienne libre, soutenue aujourd'hui tout à fait officiellement par les États-Unis, mais pas par la France, s'affronter à l'Aïe, l'Émirat islamique en Irak et au Levant, qui sont une émanation, ou qui sont l'incarnation même d'Al-Qaïda, qui combattent de côté et de concert avec les brigades d'Al-Nosra, qui sont des katibas qui représentent beaucoup de monde. Hein. Au bas mot, on peut imaginer, je dis bien imaginer, on n'a pas de chiffre précis, ce sont 60 000, peut-être plus, voire jusqu'à 100 000 hommes qui sont des étrangers à la Syrie et qui ont fait voler en éclats l'idée, l'image d'une guerre civile. Mais comme on veut essayer de trouver une solution et s'acheminer vers Genève II, c'est-à-dire une concertation entre le régime, le pouvoir actuel, dont M. Bachar el-Assad, il n'est pas exclu d'ailleurs du cas de figure qui est en train de se dessiner, avec les oppositions qui ont été jusqu'à présent des oppositions armées, mais à l'exception de ces djihadistes qui commencent à menacer tout l'équilibre régional. Et bien, on les voit s'entre-dévorer. Pas plus tard qu'hier,
l'armée syrienne libre a apparemment ce qu'on appelle la résistance, qui n'est pas du tout la résistance, qui sont des factieux, des rebelles, ce que les Américains appelaient autrefois en Afghanistan et en Irak des insurgés. Les insurgés se sont affrontés aux djihadistes, les ont d'ailleurs apparemment chassés de la ville d'Alep, qui est la ville la plus importante encore que Damas, de Syrie. On voit bien qu'il y a un changement dans le cours de l'histoire, dans le cours des événements, dans le cours de la guerre. Ces gens de la résistance étant fortement soutenus par les États-Unis et en sous-main par l'Angleterre, mais pas par la France. La France qui se situe maintenant de façon tout à fait extraordinaire, je dis pas étrange, mais extraordinaire, du côté de Riyad, donc de l'Arabie Saoudite, et du côté de ces djihadistes, avec également la Turquie qui joue un jeu très étrange, très double, d'où il y a d'ailleurs les ennuis de M. Erdogan. Je pense que dans le moment présent, les États-Unis essayent d'évincer, de sortir de la scène M. Erdogan, parce que il n'arrive pas à l'orienter, je ne dis pas à le manipuler, mais à le manier comme ils l'entendraient, pour l'inscrire dans leur politique, qui est une politique, il faut bien le dire, d'apaisement, que ce soit en Syrie et en Iran, et à l'égard de l'Iran. Donc on a une situation trouble où, de façon tendancielle, et je m'arrêterai ici, le gouvernement, c'est-à-dire les forces loyalistes, qui, rappelons-le, sont en grande partie, en majeure partie, des contingents d'appelés, donc aussi bien des chrétiens, des alaouites, mais également des sunnites, qui combattent d'autres sunnites, ceux de l'opposition. Donc l'armée loyaliste est en train de regagner du terrain, tendanciellement. Mais de l'autre côté, les affrontements qui existent déjà depuis longtemps, la presse n'en parlait pas, mais depuis un certain nombre de mois, de même qu'il y a eu des affrontements entre les djihadistes et les Kurdes. Aujourd'hui, la situation est stabilisée sur la frontière nord de la Syrie, mais aujourd'hui, ces combats, ces affrontements, cette confrontation a pris une telle ampleur que la presse ne peut plus le cacher. Voilà, donc nous avons une situation qui est étonnante, mais qui est aussi explosive. Il est bien clair que la situation en Syrie déborde très largement. Il commence à inquiéter très fortement les gens qui sont un peu responsables à travers la planète, fussent-ils des faucons par ailleurs. À Washington, on se rend compte qu'il est parfaitement intolérable, inenvisageable, impensable que s'installe un émirat islamique au Levant, c'est-à-dire notamment en Syrie, qui irait éventuellement de l'Irak à la Syrie, de la Mésopotamie à la Syrie, qui serait totalement incontrôlable. Il faut dire que Israël devrait, en toute logique, être paniqué par cette perspective et joindre ses efforts à ceux de Washington. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on a assisté cet an dernier à un rapprochement relativement fort, qui n'est plus caché, qui n'est plus occulté entre Tel Aviv et Riyad et Paris. Il y a une convergence et je pense que ces trois États qui se démarquent de la politique de normalisation, on peut presque dire d'apaisement au Proche-Orient des États-Unis, en tout cas du président Obama à l'heure actuelle, eux poussent au contraire à la roue et veulent l'écroulement. Ils veulent, au fond, peut-être que l'État d'Israël, c'est pas peut-être, hein, je dis peut-être comme cela, l'État d'Israël poursuit une politique qu'il a conduite depuis bien longtemps, veut nettoyer sa périphérie. La périphérie allant jusqu'au Soudan et au Sud-Soudan. Ce n'est pas le sujet de notre conversation. Ça a commencé par l'Irak, ça se poursuit par la Syrie, ça devrait aboutir à l'Iran. Et on sait très bien que les pourparlers de normalisation des relations américano-iraniennes ou de l'Iran avec la communauté européenne et la communauté internationale ne sont pas du tout acceptés par le Likoud, c'est-à-dire la fraction extrémiste qui aujourd'hui gouverne le peuple d'Israël. Au moins en Israël, sur la terre, sur Eretz Israël. Alors pour revenir à la Syrie, il est bien clair que les bombes qui sautent les unes après les autres à Beyrouth, que ce soit dans les quartiers chiites ou que ce soit contre les partisans et les conseillers de la famille Hariri, Saïd Hariri étant lui-même réfugié, il faut bien le noter,
à Riyad, donc en Arabie Saoudite, il ne risque pas de sauter sur une bombe à cette distance-là, et que M. Hollande, d'ailleurs, au cours de son voyage, l'a rencontré. Il a rencontré le chef de l'État libanais, puisqu'il y a eu une triangulation, un accord d'armement, l'Arabie Saoudite payant des armements français qui seront livrés à l'armée libanaise, a priori pour consolider sa défense, mais on sait très bien qu'une partie de ces armes servira à approvisionner les rebelles, et les rebelles de l'armée syrienne libre, donc sur le front des opérations contre lesquelles lutte Damas. Alors, je viens d'évoquer le Liban, il faut évoquer aussi l'Irak, et en Irak, les choses se passent extrêmement mal. Vous savez que la fin de l'année s'est terminée avec à peu près une moyenne de 1000 morts par an, ce qui ne choque personne dans nos médias. Lorsqu'il y a des morts en Syrie, c'est tout à fait déplorable et choquant, mais quand les bombes sautent à répétition et que des gens s'emploient inlassablement à essayer d'allumer une véritable guerre civile, des affrontements qui seraient en rang serré, cela encore une fois, ça ne choque pas les grandes consciences, comprennent qui pourra. On voit bien qu'il y a un front d'embrasement qui part de la Mésopotamie, du pays des deux fleuves, qui passe par le Liban et qui englobe la Syrie, et donc on a une situation à la fois précaire, mais une situation qui est toujours explosive. D'où l'importance d'avoir de véritables pompiers qui viennent jeter un peu d'eau sur le feu. Alors, Moscou n'est pas du tout extérieur à la situation au Proche-Orient. C'est un acteur de premier plan, c'est un protagoniste. Moscou vient encore de bloquer au Conseil de sécurité une résolution qui visait à condamner formellement le régime de Damas pour des bombardements anti-civils à Alep. Mais nous venons d'évoquer le fait que à Alep, ce sont surtout des affrontements entre armées syriennes, c'est-à-dire résistance supposée, en tout cas insurgée, et les factions djihadistes, qui viennent d'être apparemment défaites dans la première grande ville de Syrie. Donc Moscou est dans le collimateur. Si l'on pouvait faire capoter, mais pas seulement pour la Syrie, de fait, c'est aujourd'hui un caillou dans la chaussure du nouvel ordre mondial, de la globalisation, de la création, dans l'unification du marché. Moscou est un mauvais élève de la mondialisation, en un mot. Si l'on pouvait faire capoter le Sochi, les Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir ce mois de février, ce serait une grande victoire pour les tenants du nouvel ordre mondial. Sochi aura coûté en infrastructure, en organisation, plus de 40 milliards de dollars. Déjà, des chefs d'État importants, le président allemand, le président américain, le président français, ne figureront pas à la cérémonie d'ouverture. C'est une forme de désaveu qui est aussi un camouflet d'ailleurs pour le président Poutine. Et puis il y a eu plus récemment ces deux attentats tout à fait meurtriers, moins de 50 morts, mais quand même, à Sochi. Or, immédiatement, ces attentats ayant été perpétrés par des islamistes du Caucase Nord, on a soupçonné le commanditaire qui pourrait être l'Arabie Saoudite. Alors il se trouve que l'enquête du FSB, un rapport, le FSB, la CIA russe, donc les services de renseignement, héritiers du KGB, ont établi qu'il s'agissait bien effectivement d'une opération télécommandée et téléguidée de la part des Saoudiens. Il y aurait une réponse officieuse qui aurait été formulée, selon laquelle, et j'imagine que ce sera après les Jeux Olympiques, il y aurait des mesures de rétorsion. On peut compter sur les Russes pour que ces mesures de rétorsion soient sévères. Je vous rappellerai qu'au moment de certaines négociations, je crois que c'était le prince Bandar, patron des services de renseignement saoudiens, s'était rendu à Moscou, avait rencontré le président Poutine, et lui avait mis le marché en main de dire nous vous garantissons la tranquillité, la sécurité absolue sur les Jeux Olympiques de Sochi, mais il va vous falloir lâcher du lest sur la Syrie.
marché qui était en fait un chantage déguisé, puisque le prince Bandar avait laissé entendre qu'il avait toute latitude pour appuyer sur l'interrupteur on/off de ces djihadistes et qu'il pouvait les extraire comme il l'entendait et les envoyer sur n'importe quel théâtre d'opération qui lui plairait. Donc ça, on se retrouve un peu dans la suite logique de cet entretien qui s'était terminé de façon un peu abrupte, vous pouvez l'imaginer, par une fin de non-recevoir de la part du président Poutine, mais qui est corroboré aujourd'hui par ces attentats. Or, les Russes ne s'engagent pas à la légère, comme je viens de le dire, l'opération a été documentée, a été recoupée, et il serait confirmé que l'Arabie saoudite en aurait été le commanditaire. Donc on peut imaginer, on peut supposer qu'à la suite des Jeux Olympiques de Sotchi, il y ait un peu de mouvement dans la région. Donc nous ne sommes pas à l'abri de toute surprise, et 2014, de ce point de vue, demeure plutôt, se promet d'être riche en rebondissements. Comme vous l'avez pu le constater, il y a beaucoup de remue-ménage en Asie lointaine, que ce soit au Bangladesh, où on essaye d'installer la démocratie et où les bureaux de vote flambent à qui mieux mieux, plus d'une centaine, avec également des centaines, voire des milliers de morts lors des dernières élections, qui datent d'il y a quelques jours. La Thaïlande, qui est aussi en ébullition, en effervescence. Mais le vrai dossier, le dossier le plus important, le plus préoccupant, c'est celui des îles Senkaku et de l'opposition entre la Chine et le Japon. Vous savez qu'en Asie, il y a un principe fondamental, c'est celui de ne pas perdre la face. Or aujourd'hui, le niveau de tension a atteint est devenu tel que on ne voit ni la Chine ni le Japon céder sur ce dossier. En 2012, 5 des 7 îlots, je crois que c'est 5, non, ou 3 des 5 îlots Senkaku ont été rachetés, c'est-à-dire nationalisés par l'État japonais, achetés à un homme d'affaires qui en était le propriétaire. La Chine a pris très mal l'affaire, puisqu'il y a là aussi des enjeux tout à fait triviaux. Il y aurait sur les fonds marins, puisque maintenant on fait des forages à travers 1000 mètres de couches maritimes, aquatiques. On fait des forages à 3000, 4000 mètres de fond, ce qui est proprement hallucinant, mais c'est ce qui se fait. Donc il y aurait du pétrole. Qui plus est, les Senkaku sont sur le chemin d'accès pour la Chine aux grands espaces océaniques du Pacifique. Or, il faut bien comprendre que le vrai domaine de préoccupation des États-Unis, c'est pourquoi d'ailleurs il serait sans doute erroné de dire que les États-Unis refluent en ordre dispersé du Proche-Orient, que les États-Unis sont totalement sur le déclin. Non, le grand sujet de préoccupation qui est là, qui est présent depuis une décennie et plus, s'actualise dans ce domaine d'Asie extrême, de la mer de Chine orientale. Donc c'est pourquoi les États-Unis ont envie de dégager du Proche-Orient, et pas seulement parce qu'ils seraient dans le déclin absolu. Tous les pays occidentaux à ce moment-là sont dans le déclin absolu, ce qui n'est pas entièrement faux, mais avec de très riches potentialités encore. Et de très grandes ressources, puisque nos situations budgétaires, économiques, financières, etc., sont particulièrement déplorables. Toujours est-il donc que la grande préoccupation des États-Unis, c'est de contenir la poussée vers le bassin pacifique de la Chine. La Chine, au contraire, c'est d'affirmer de plus en plus, et comme tout gaz en expansion, d'élargir sa zone d'influence. Donc là, on a une confrontation de bloc à bloc qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut pas négliger, et qui peut déboucher
pas seulement à long terme ni à moyen terme, mais peut-être à court terme aussi, sur des affrontements qui seront des affrontements partiels, qui seront des affrontements limités, sur des démonstrations de force. Mais il faut voir que lorsque la Chine a déclaré que les environs des îles Senkaku étaient une zone de survol aérien ou maritime sous surveillance et contrôlée, qu'il fallait au préalable déclarer sa traversée de ces zones, aussi bien pour les vols commerciaux. Les États-Unis n'ont pas hésité à faire traverser immédiatement après cet espace aérien par 2 bombardiers stratégiques B-52. Donc on voit bien que la situation n'est pas totalement calme, que la tension est grande, l'armée japonaise est petite, disciplinée, mais d'une très haute technologie. Avec en arrière-plan, et je conclurai, ou je ne conclurai pas plutôt sur ce point, c'est la course à l'espace. Les États-Unis ont annoncé qu'ils aligneraient à l'horizon 2020. Ce sera peut-être plutôt 2030. Mais la Chine vient d'envoyer un robot de très haut niveau technique sur Séléné, sur notre satellite lunaire, et qui prépare l'installation de bases définitives d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Tout ça, ces projets se heurtent encore à des obstacles techniques considérables, c'est à savoir trouver enfin les moyens de protéger les humains contre les radiations cosmiques, ce qui n'a jamais été trouvé jusqu'à présent. Donc trouver des matériaux qui sont compatibles à la fois avec le voyage astronautique et avec la protection biologique qui s'impose. Le Japon est également dans la course. Donc vous voyez, on a 3 puissances, 3 superpuissances au fond, parce que le Japon a été longtemps la seconde puissance économique mondiale, elle ne l'est plus aujourd'hui, elle n'est que la 3e, je crois, qui sont en concurrence et en rivalité, et cette concurrence, cette rivalité a un abcès de fixation qui s'appelle les îles Senkaku, avec des enjeux économiques, le pétrole, des richesses qui, paraît-il, seraient pétrole et gaz extrêmement importantes, mais également géostratégiques, l'accès aux domaines océaniques. Encore une fois, en Asie, nul ne devant perdre la face, c'est une notion qui nous échappe un peu ici en Occident. Toutes les conditions sont réunies, au moins pour des incidents majeurs, limités mais majeurs, dans un proche avenir, en mer de Chine orientale.